et j'ai dans les années fin des années 80, je me suis retrouvée envoyée au titre de la psychiatrie de liaison de mon service de pédopsychiatrie au service de réanimation néonatale, où ils avaient appelé à ce qu'un psychiatre au début monte dans le service, parce que c'était le même hôpital, on était au rez-de-chaussée, eux ils étaient au 3e étage à l'époque, et ils avaient appelé dans le service de pédopsychiatrie pour demander si on pouvait leur dépêcher un psychiatre. Oui, une maman qui était très révoltée parce que l'enfant qui avait été présenté mort était né, elle savait plus comment se positionner, et c'est vous qui y êtes allé, vous l'avez fait s'asseoir, vous l'avez fait parler, et finalement vous y êtes resté. Voilà. Ouais. Et j'y suis restée. Et, du coup, ce travail m'a passionnée. Puis ils m'ont fait revenir plusieurs fois pour une autre maman, puis encore une autre maman, et encore une autre maman. Et un jour, je leur ai dit, écoutez, non, je ne vais pas venir comme les pompiers en urgence. Vous pensez bien que si c'est si compliqué pour les mamans au moment où elles quittent le service et avec les bébés, et que certaines d'entre elles refusent de rentrer chez elles avec l'enfant, ça doit être parce que vous avez raté quelque chose avant, dans la possibilité de travailler avec les parents et la famille bien avant la sortie du bébé. Donc, au bout d'un certain temps, ils m'ont dit, est-ce que vous accepteriez de venir travailler chez nous? Est-ce que vous auriez un projet de travail? Et c'est comme ça que j'y étais. Et je suis restée 30 ans. Et en fait, vous avez aidé les bébés, les parents, les soignants, vous avez aidé tout le monde en fait. Oui, j'espère. Oui, non, mais quand on vous écoute, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, on comprend très bien parce que sauver une vie, c'est pas que de la mécanique. Voilà. Et une de mes idées en arrivant dans le service, c'était de faire passer cette idée-là aux médecins. Il ne s'agit pas seulement de réanimer un petit corps, il s'agit aussi de réanimer le désir, l'envie de vivre d'un enfant, le lien qu'il va avoir avec ses parents qui a été interrompu parce que, comme les parents vous le disaient, on nous a confisqué notre enfant à la naissance parce qu'il était en danger de mort. Donc, ils ont le sentiment qu'on leur a pris cet enfant, et d'un coup, au bout de 3 mois, 4 mois, on leur dit « Oh, ben maintenant il va bien, ramenez-le chez vous ». Donc c'est très angoissant pour les parents, ah oui. Et particulièrement pour les mères qui disent « Mais moi je ne suis pas médecin, je ne saurais jamais m'en occuper, je vais le mettre en danger ». Moi j'entends tout à fait ça, j'entends tout à fait. Oui. Que je ne me trompe pas, vous êtes aussi fondatrice d'une association. Oui, je travaille dans une association psychanalytique depuis toujours, qui s'appelle Espace Analytique, où je suis membre. Oui, c'est ça. Voilà. Où nous formons de jeunes analystes. Voilà. Et Enfance en jeu aussi. Et Enfance en jeu, oui, que j'avais créé dans les années 90. Qui réunissait les gens qui travaillaient à partir de l'enfance, c'est-à-dire des pédiatres, des orthophonistes, des enseignants, des psychologues et des psychanalystes et des pédopsychiatres. Voilà, donc où on travaillait ensemble pour échanger un peu sur les différentes idées qu'on pouvait avoir et constatations qu'on pouvait faire tous les jours dans notre clinique. Et aujourd'hui, j'ai repris la présidence de l'école expérimentale de Bonneuil-sur-Marne. D'accord. C'est l'école qu'avait fondée Maud Manoni. Ah oui, joli nom ça. Voilà, qu'avait fondé Maud Manoni, qui a beaucoup travaillé sur la psychose, comme vous savez. École expérimentale je vais noter. De Bonneuil-sur-Marne. D'accord. École expérimentale de Bonneuil-sur-Marne, qui est un hôpital de jour pour enfants autistes et psychotiques. Ok. Toujours dans ce préambule-là, vous êtes plutôt freudienne ou lacanienne ou notre branche? Écoutez, en 72, j'ai été inscrite à l'école freudienne de Paris, qui était l'école qu'avait fondée Jacques Lacan. Oui. Donc, bien évidemment que j'ai été
là-bas, j'ai travaillé là-bas tout le temps jusqu'à la mort de Lacan, jusqu'à la dissolution de l'école. Et c'est Maud Manoni qui a fondé, après la dissolution de cette école-là, beaucoup de gens n'avaient plus d'école à ce moment-là, et qui a fondé Espace Analytique, qui est donc à la fois freudien et lacanien. Mmh. Comment ne pas être freudien de nos jours? C'est impossible, hein. C'est Freud qui a découvert la psychanalyse et qui est le premier à parler de l'existence de l'inconscient. C'est vrai. On a pu lui reprocher peut-être de voir des attributs sexuels partout, et peut-être que Lacan est allé plus profond dans l'origine de l'inconscient. Il peut y avoir des petites choses comme ça qu'on peut avoir apparaître aujourd'hui. Lacan, on a fait une autre lecture. Ce qu'on reproche à Freud aujourd'hui, que voulez-vous? C'est lié à l'époque où Freud a parlé. Ah, mais je comprends tout à fait. Il faut contextualiser, bien sûr. Voilà, il faut se rendre compte de l'époque où il parlait et de ce que c'était que la société et les préjugés de cette société à cette époque-là. Déjà, quand il est arrivé en disant « bah oui, les enfants ont une sexualité », ça a fait un scandale épouvantable. Oui, les enfants ont une sexualité. Simplement, lui, il ne veut pas dire que les enfants ont des relations sexuelles. Pour Freud, la sexualité, c'est tout ce qui a à voir avec le plaisir. Ouais, ça n'a rien à voir avec le psychiatre Gardner, par exemple. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, mais enfin, tout ça, ça a été évidemment très mal perçu, évidemment très critiqué. Comment les enfants, des anges de pureté, comment est-ce possible qu'ils aient une sexualité? Mais Freud a dit, regardez les tétés. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'une satisfaction orale dans la tétée. Et ça c'est la sexualité des nouveau-nés. Vous voyez? Bon. Donc c'est parce qu'il n'a pas donné le même terme à sexualité. Oui, c'est la définition du nom en fait qui. Voilà. Parce que ça on le retrouve chez Winnicott, hein, la découverte du monde par la bouche, l'objet transitionnel, on le retrouve aussi là-bas. Bien sûr. Winnicott, moi j'ai énormément travaillé avec Winnicott et Maud Manoni, vous savez, qui a fondé donc l'école de psychanalyse où je travaille aujourd'hui, c'était son contrôleur, elle était en supervision chez Winnicott très longtemps. D'accord, ok. J'avais fait plusieurs émissions sur Winnicott avec Monsieur Clerget. Oui, c'est une merveille Winnicott. C'est un trésor. C'est formidable de travailler Winnicott. Oui. Quand on travaille avec les enfants, il n'y a pas, il faut lire les 3 essais de psychanalyse de Sigmund Freud et lire Winnicott, bien sûr. Impossible de faire autrement. Ouais. Ok. Bon, nous sommes à 3 minutes. Ah, ça va être passionnant. Je suis très content moi, quand j'arrive à voir quelqu'un comme ça. Parce qu'en même temps, si vous voulez, moi je pose des questions puis je me forme. Donc j'aime beaucoup. Bien sûr. Voilà, nous sommes à 2 minutes 30. Donc il va y avoir un petit générique, je vous montrerai, je vous ferai des signes du doigt pour dire quand est le générique et autres. Je vais vous présenter un petit peu. Et puis après on va avancer. Et puis moi dans les thèmes, j'ai noté là les prématurés, quel âge, maître de l'humain, l'interaction bébé-maman, l'évolution de la place des parents et autres, le bébé, l'évolution du désir d'enfant, etc. Et puis aussi les évolutions technologiques qui vont rentrer dans la parentalité, peut-être, je sais pas, il y a plein de questions à poser par rapport à ça. Ça peut être intéressant. On va voir si on a le temps. Oui, parce qu'on n'a que 25 minutes, tout à fait. Voilà. Oui. Voilà. Et puis on essaiera évidemment aussi de rebondir et de montrer votre livre le plus récent, bien évidemment. Voilà. Ça va avec les prématurés, puisque j'en parle encore des prématurés dans ce livre. Tout à fait. Mais c'est ça qui m'avait épaté, en fait. C'était je le redirai à l'antenne tout à l'heure, je disais tout à l'heure, mais aller mettre de l'humain dans la mécanisation au niveau des bébés, ça me paraissait d'une telle évidence, d'une telle humanité, en fait. C'est ça qui m'avait fait vraiment percuter dans ce que j'avais vu de vous sur Internet. Voilà. Ah oui, j'ai une amie qui m'a dit, il y a les bébés prématurés, mais il y a les bébés post-matures aussi. Oui. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais... non, rien à voir, parce que là, il n'y a pas les machines. Oui. Et ils ne sont pas coupés de la famille, vous voyez, donc ça change tout. Non. Par contre, la mère s'interroge aussi, dans ces cas-là.
Non, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de post-mature, hein, parce qu'on accouche les femmes quand l'accouchement ne se déclenche pas de nos jours. J'ai une amie qui en a parlé aujourd'hui, elle est allée à 4 semaines de post-mature. Ouais, peut-être une erreur dans le... Parce que y a trop de conséquences. Enfin bon, bref. Il y a peut-être une erreur dans le début de la grossesse. Dans la date du début de la grossesse. Je vous laisse, je passe sur la console du direct. Allez-y, allez-y. Je ne vous entends plus, mais vous m'entendez, parce que là maintenant j'entends ce qui est à l'antenne. Tadam, le générique sera là. Nous sommes à environ 10 secondes. Là, je coupe tout. Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP dans ce nouveau direct de Famille, Justice, Enfance sur 102.3, un direct avec Stéphane dans une nouvelle émission sur la parentalité, l'analyse de la famille occidentale contemporaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de psychanalyse, nous allons parler de prématurés, nous allons parler d'enfants, nous allons parler de bébés. Nous sommes aujourd'hui avec la psychanalyste Catherine Vanier, chercheure associée au Centre de recherche psychanalyse et médecine, Université Paris 7, qui a fait partie de l'école lacanienne, qui a assisté à la naissance de l'espace analytique, dont elle fait encore partie aujourd'hui, qui est devenue présidente de l'école expérimentale de Bouveuil-sur-Marne, fondée par Maud Manomy, et elle est en particulier, moi c'est ça qui m'avait fait vraiment fondre devant mon ordinateur, je voulais absolument l'inviter, elle a été psychanalyste, elle est toujours psychanalyste dans un service de néonatologie de Seine-Saint-Denis, aux côtés de bébés prématurés. Elle a commis un grand nombre d'ouvrages, notamment avec son mari. Elle est intervenue dans divers médias, mais c'est quelqu'un avec qui je voulais discuter de certains points. Madame Vanier, bonsoir. 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 Merci beaucoup d'être venue avec nous sur RLP. Alors déjà, est-ce que cette présentation vous convient ou est-ce que j'ai oublié quelque chose ? L'école expérimentale de Bonneuil. Oui. Sur Marne. D'accord. Bonneuil. Et je suis une vieille dame, mon cher Stéphane. Ah. Et à l'hôpital, vous savez, il y a des limites d'âge. Donc, je ne peux plus travailler en réanimation néonatale aujourd'hui parce que j'étais trop âgée pour rester dans le service. Il y a un moment où on vous dit, bon, bah là, maintenant, la limite d'âge est atteinte. Ça, c'est un débat aussi, de garder des personnes qui ont une compétence et qui éventuellement souhaiteraient rester. C'est aussi un débat, cette chose-là, en France. Oui, parce que c'est vrai qu'il manque pas mal de monde dans les hôpitaux à l'heure actuelle. C'est encore un autre problème. Oui. Mais le problème de la santé mentale aujourd'hui, il y aurait beaucoup à en dire. Bon. Alors, voilà, donc je ne travaille plus. J'ai travaillé 30 ans. Je ne travaille plus dans le service. Je travaille chez moi. En libéral, comme depuis maintenant à peu près 50 ans, où là je reçois des enfants, des adolescents et des adultes aussi, beaucoup d'adultes. Pour placer le contexte, donc, vous étiez dans un service en fait, on vous a demandé un jour d'intervenir parce qu'on vous a dit il y a une maman qui ne se maîtrise pas, il faut aller l'aider. Et vous avez remplacé le psychiatre qui n'était pas présent ce jour-là, une fois, 2 fois, 3 fois, et vous êtes resté dans ce service. C'est un service pour les bébés prématurés. Les bébés prématurés, ce sont des bébés qui sont en danger. Il y a des risques il y a des risques de perte. Il y a des risques qui meurent. Il y en a aussi qui finissent IMC, infirmes moteurs cérébraux, parce qu'ils sont mal réanimés. C'est un endroit qui peut être parfois très froid, très mécanique, avec des couveuses, avec des gens qui parlent de la vie. Et en fait, vous y êtes allé et vous étiez en communication avec les parents, avec les soignants, et vous essayiez, si j'ai bien compris vos interviews, d'apporter un peu de chaleur et de stimuli aux petits êtres qui étaient dans les couveuses. C'est bien ça ? Et en communication avec les bébés. Oui, c'est ça. Oui. Avec les bébés. Oui, c'est ça, les petits êtres, les bébés qui étaient dans les couveuses, aller les stimuler, essayer de leur apporter un peu de chaleur.
Si vous voulez, j'ai été appelée en fait parce que vous savez, ça existe dans les hôpitaux. Il y a une possibilité de faire venir un spécialiste d'un autre service de l'hôpital quand vous avez besoin de lui dans le service où vous êtes. Et donc j'ai été appelée au titre de la psychiatrie de liaison parce qu'à cette époque-là, je travaillais dans le même hôpital, mais dans le service de pédopsychiatrie. Donc, c'est la réanimation néonatale qui est aux prises avec une mère qui ne voulait pas ramener chez elle un bébé qui allait tout à fait bien. On l'avait prévenu que c'était le jour de sa sortie et qu'il était maintenant apte à vivre à la maison. Et elle a refusé de le prendre. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé en pensant sans doute que j'allais venir avec... je sais pas moi, de quoi la sédater, voire l'emmener à l'hôpital psychiatrique pour la calmer, enfin, vous voyez, toutes ces choses. Et puis, je vous raconte juste pour comment ça a démarré, cette maman. Cette maman, moi, je savais rien faire d'autre que le travail que je faisais d'habitude, déjà à l'époque, c'est-à-dire être psychanalyste, quoi. Alors, j'ai pris une chaise, j'ai tiré une autre chaise pour elle. Je lui ai dit, attendez, au lieu de crier, asseyez-vous, on va s'asseoir toutes les deux et racontez-moi ce qui se passe. Et elle m'a dit, voilà, j'ai été appelée ce matin chez moi parce que le chef de service m'a dit que je devais ramener mon enfant à la maison qui sortait du service aujourd'hui parce qu'il allait bien. Mais vous comprenez, moi, j'ai trop peur parce que cet enfant, quand je l'ai mis au monde, il était en état de mort apparente. Vous savez, les médecins appellent ça comme ça, et elle le savait, débarquer sur le dossier et descendre en état de mort apparente. Et c'est des médecins de votre service qui étaient là, qui l'ont tout de suite réanimé. Cet enfant, je n'ai pu lui donner que la mort. Je n'ai pas su lui donner la vie. Et je suis absolument terrifiée parce que si je le ramène à la maison et que maintenant il est avec moi, eh ben je sais pas si ça va pas lui être nuisible et si je vais être capable de le maintenir en vie. Il y avait une perte de confiance en soi très forte là. Ah bah, et cette équipe qui était furieuse, ils étaient furieux contre la mère. Alors, faut aussi se mettre à la place des médecins et de l'équipe. Oui. Qui était né effectivement en état de mort apparente, qui effectivement avait été réanimé par eux, qu'ils avaient gardé 3 mois et demi, je crois, ou 4 mois, c'est-à-dire très longtemps. Et enfin, cet enfant allait bien. C'était un succès médical et scientifique, parce que c'est même plus des services de médecine, c'est des services de haute technicité médicale, hein, ces services de réa. Et donc, ils étaient tellement fiers que ce bébé aille bien aujourd'hui, et ils ne comprenaient pas que la mère en veuille pas. Et ils disaient, mais c'est une mauvaise mère. Vous voyez, donc il a fallu aussi complètement travailler avec l'équipe pour que l'équipe comprenne à quel point ces mères et ces pères qui ont les bébés dans ces couveuses sont empêchés de se prendre eux-mêmes vraiment pour des parents, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai proposé qu'on puisse faire un travail particulier avec les parents, avec les bébés, dans le temps de l'hospitalisation, et pas seulement le jour de la sortie, parce que ça me semblait pas suffisant. Alors, voilà, ils ont accepté. Et du coup, j'y ai travaillé 30 ans. Voilà comment ça s'est fait. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en tant qu'analyste, moi je suis informaticien de départ, hein, donc je passe dans les sciences humaines et j'analyse, on a ce qu'on appelle un effet de bord, on a un lieu d'observation qui est extrêmement rare, qui est au tout début de la vie, et donc il y a énormément de questions fondamentales qu'on peut se poser. Par exemple, un prématuré, ça va commencer à quel âge? À partir de quel âge est-ce qu'un bébé est en couve? Vous avez vu des bébés qui étaient prématurés de combien de temps? Alors, une grossesse dure 42 semaines. 9 mois. Normal, hein, une grossesse avec le bébé qui naît à terme, on dit voilà 42 semaines, plus ou moins quelques jours. Et aujourd'hui, l'Office mondial de la santé a posé une limite aux réanimations de nourrissons prématurés, c'est-à-dire qu'on les réanime à partir de 24 semaines. 24 semaines, c'est-à-dire, vous voyez, moitié de grossesse. Ouais, 6 fois 4, 24, ça fait un peu moins de 6 mois, si on arrondit un peu moins de 6 mois, 5 mois et demi.
fin du 5e mois de grossesse, vous vous rendez compte la violence que c'est Oui. pour une maman. C'est très important les derniers temps de la grossesse. Les derniers temps de la grossesse, vraiment le bébé, vous êtes complètement en contact avec lui quand il bouge, vous lui parlez, vous l'imaginez. Un psychanalyste célèbre qui s'appelait Soulet, il disait la mère dans les derniers mois de grossesse, elle ne fait pas que tricoter la layette, elle tricote aussi dans sa tête le corps de son bébé. Vous voyez, ce bébé commence à prendre vraiment une existence, une forme. C'est le moment où on trouve le prénom, c'est le moment où vraiment on parle de lui en disant « Ah, j'aimerais qu'il soit comme ci ou comme ça. Ah, il bouge beaucoup, il va être très sportif. Il aime la grande musique, il va être mélomane. » Enfin, vous voyez, toutes ces fantaisies des mères, le temps de fin de grossesse, qui sont extrêmement importantes. Là, brutalement, rupture de la poche des os, et elle se précipite à l'hôpital et on leur dit, voilà, le bébé va naître, on ne sait pas s'il sera viable. Vous voyez le traumatisme, donc oui. L'accouchement se passe comme ça. Ou alors, ce sont des mamans qui ont un problème médical, par exemple, la plupart du temps, d'hypertension. Et pour sauver la mère et pour sauver le bébé, le médecin décide qu'il faut césariser, ouvrir le ventre de la maman, sortir le bébé pour le mettre dans une couveuse et qu'il continue à grandir dans la couveuse, parce que sinon la mère serait en danger d'éclampsie et le bébé en danger de mort. Et ça, donc, sauvetage maternel et sauvetage fétal, comme ils disent. Et ça, tout parent va le comprendre, en fait. Hein. Il y a un échange très fort entre le bébé, l'embryon et sa maman. Moi, en tant que papa, je posais la main sur le ventre de la mère de ma fille, et il y avait des échanges. Je sais très clairement qu'elle réagissait à ma voix, qu'il y avait des contacts. Et, on avait déjà un début de communication. Et bon, quand on a été parent, on sait que ça commence relativement tôt. Et là, l'intérêt, c'est que la science, à partir de 5 mois et demi, va autoriser à travailler pour essayer de sauver un embryon de cet âge-là. Mais en fait, il est coupé de ses parents parce qu'il se retrouve dans une couveuse qui est un espèce d'organisme mécanique froid. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la construction du bébé d'être coupé de cette période en fait de gestation humaine presque? Écoutez, à l'époque où j'ai été appelée dans ce service pour la première fois, moi je travaillais beaucoup en pédopsychiatrie avec des enfants autistes. Et je savais que les statistiques montraient que la prématurité était statistiquement importante dans les causes d'autisme, que les enfants prématurés pouvaient souvent être des enfants autistes. Pas à chaque fois, bien sûr, mais souvent. Et quand je suis arrivée dans ce service et que j'ai visité ce service, outre que j'ai eu l'impression, franchement, d'entrer à la NASA, vous voyez, tout est tellement... c'est incroyable, un service de réanimation. On est basé sur la performance. C'est vraiment de la mécanique. On est là pour sauver des vies. C'est de l'ingénierie pour sauver de la vie, en fait. Exactement, extrêmement scientifique, géré entièrement par des machines. Il faut voir que ce bébé qui vient au monde, tout est perverti. Je veux dire par là que la bouche, qui est faite quand même pour manger, sauter, il ne peut plus manger avec sa bouche. Il ne peut plus appeler. Un bébé en réa, il ne peut pas parler. Il ne peut pas pleurer. Il ne peut pas pleurer, ce qui est très important qu'un bébé pleure. Parce que la bouche est occupée, d'accord. Oui, bah oui. Voilà, à la naissance, quand il pleure, évidemment, les gens autour disent qu'est-ce que tu as, mon bébé? Peut-être tu as faim, peut-être tu as froid. Vous voyez, c'est le premier contact, cette espèce de cri de souffrance, parce que la faim, c'est la première communication, en fait, oui. C'est en tout cas le premier signe qui est interprété. Oui, tout à fait. C'est le premier signe de communication orale, on va dire. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, l'autre renvoie mon bébé a faim. Ah, mais c'est intéressant. Je suis en train de comprendre les implications de ce que vous dites. En fait, le manque de stimulation et d'expression dans ces dernières semaines pourrait être une cause d'un plus grand nombre d'autismes, donc d'individus qui sont plus coupés du monde. Parce que, voilà. D'accord. Pour survivre, on vous amène à vous couper du monde, donc pourquoi pas continuer sur cette voie-là après. Bien sûr. Ah, je comprends.
En tout cas, c'est une des choses qu'on a constatées. On ne sait pas encore scientifiquement les raisons, mais c'est une des choses qu'on a constatées. Ah, c'est une piste à travailler. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. Vous voyez, donc, parce que la bouche est entièrement occupée par le tuyau qui descend l'oxygène dans les poumons. Sinon, le bébé meurt si on ne le ventile pas, comme on dit, c'est-à-dire si on ne met pas un tuyau pour l'oxygène, il meurt. Bon, il ne mange pas non plus. Il lui passe par le nez, passe par le nez un tuyau qui descend dans l'estomac pour lui envoyer le lait goutte à goutte. Goutte à goutte, donner un biberon à un prématuré, son estomac ne peut pas le supporter. Vous pouvez le tuer. Donc, il faut qu'il ait du lait toute la journée goutte à goutte. La conséquence, entre autres, de ce lait toute la journée goutte à goutte, pour sa survie, c'est très bien de le faire. Mais toujours est-il que du coup, le bébé n'a jamais faim. Donc, le bébé n'a pas besoin de faire appel. Vous voyez, quand pendant 3 mois ou 4 mois de votre vie, vous avez pris l'habitude de ne pas appeler l'autre et de ne pas avoir de réponse de l'autre en échange, c'est compliqué de s'y remettre après. Vous voyez ? Ah, moi, je fais partie des gens qui sont convaincus qu'on sous-estime l'importance des premiers jours de ce qui se passe au cours de la maternité sur la construction de l'humain futur. J'en suis absolument convaincu. Bien sûr. Enfin, ça, c'est Winnicott nous a appris ça déjà. Oui. Puis les sciences humaines convergent dans ce sens-là. Toutes les écoles Montessori, ce genre de choses. Voilà, je sais que ma fille a été séparée de sa maman durant 3 jours lorsqu'elle est née, parce qu'elle a la frontale qui est un petit peu trop ouverte et autres. Elle s'est cramponnée à sa mère durant des semaines. Ça a vraiment créé un trauma de séparation, et on parle de 3-4 jours. On ne parle pas de 3-4 mois. Voilà, c'est le cas des conséquences. Le bébé fabrique sa mère en même temps que la mère fabrique le bébé. Si vous les coupez au moment de la naissance, c'est très compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Ok. Et c'est un trauma. Une naissance prématurée est un trauma. Donc j'ai pensé qu'il fallait, pour travailler ce trauma, recevoir les parents, bien sûr, parler avec eux, recevoir, mais parler avec l'équipe, pour que l'équipe y aille, pour que l'équipe se dise, il ne faut pas seulement que je réanime un corps, il faut aussi que je réanime l'envie de vivre de ce bébé. Il faut que j'aille vers lui, il faut que je capte ses signaux, vous voyez. Mais moi, en tant que parent, mon premier réflexe serait d'aller m'agripper à la couveuse en permanence pour être présent. Alors, vous savez, quand j'ai commencé à travailler dans ce service, les parents n'avaient droit de visite que 2 heures par jour. Mon Dieu. Que 2 heures par jour. Il a fallu attendre qu'on ait... Tiens, pourquoi il y a des ballons ? C'est pas grave, c'est une application automatique de StreamYard, c'est pour faire John. C'est joli. C'est joli. Voilà, pour faire la fête. Oui, exactement. Et il n'avait droit qu'à 2 heures par jour. Et il a fallu attendre qu'on ait toute une série de médicaments, d'antibiotiques en fait, beaucoup plus performants, qui risquaient beaucoup moins les infections, pour qu'on ouvre les services de réanimation plus aux familles et aux mères. Aujourd'hui, dans un service de réanimation, vous pouvez être jour et nuit, si vous voulez, comme vous dites, agrippé à la couveuse. Oui, mais pour communiquer et donner de la chaleur à ce bébé, parce qu'il en a besoin. Il en a besoin, bien sûr. Mais bien sûr. Et ça, c'est intéressant parce que un bébé en fait de quelques mois comme ça, qui est prématuré de plusieurs mois, je vous ai entendu le dire dans vos chroniques, mais je m'en ai confirmation. La vie est présente, la conscience est présente. Il y a une interaction, il y a déjà une personne là. Eh ben, il y a une personne, s'il y en a une. Ah, expliquez-nous ça. C'est-à-dire que, vous savez, le bébé, lui, n'est pas une personne. Le bébé n'est pas une personne, malgré tout ce qu'on en a dit. Je me souviens de Françoise Dolto, chez qui j'ai été très longtemps en supervision, qui disait « c'est très bien, il faut dire à tout le monde que le bébé est une personne, parce que c'est la condition qui fait que ce bébé va devenir une personne. » Comment vous expliquez ça ? Le bébé, si vous le laissez tout seul, voilà, il naît et vous le laissez tout seul. Oui, ça a été essayé, ça. Il devient fou parce qu'il manque d'amour, il manque d'interaction, d'expérience. Non, c'est plus radical que ça. Vous le laissez tout seul, il meurt. Oui, de toute façon, oui. Il ne sera pas se nourrir, il n'est pas autonome. Donc oui, tout à fait. Voilà, parce que tout être humain est né prématuré. Je veux dire, un bébé prématuré qui a 5-6 mois, là,
Est-ce qu'il y a une étincelle? Est-ce qu'il y a une conscience? Mais en tout cas, lorsqu'on entre en communication avec lui et qu'on lui fait suffisamment signe, il répond. Ah. Il répond. Si vous ne faites pas ça, moi j'ai passé des heures, ça me faisait vraiment penser au travail que j'ai pu faire avec certains enfants autistes pour les amener tout doucement à sortir un peu du monde terrifiant dans lequel ils s'étaient enfermés, à leur permettre d'abaisser un peu le pont-levis là, de la forteresse dans laquelle ils étaient enfermés. Et ben, passer un temps fou pour qu'ils aient un peu plus confiance en moi et un peu moins peur de ma présence, eh bien les bébés en couveuse, je vais passer des heures à m'adresser à eux, à leur parler, à les faire revenir vers nous, quoi. Et au bout d'un moment, ils vous regardent, ils entrent en communication. Ils commencent à vous faire signe, vous voyez, quand ils sentent qu'il y a de l'autre. Le problème, c'est que les médecins, moi je suis très admirative, les médecins réanimateurs, c'est un travail énormément stressant parce que vous avez tout le temps peur de perdre le bébé que vous essayez de réanimer ou qu'il y ait une complication, quelque chose se passe, mais les médecins, ils font le geste technique très vite parce qu'il faut, tout doit se passer rapidement. Mais en travaillant avec eux, on arrive à les amener, eux et puis surtout les puéricultrices, on arrive à les amener à entrer plus en contact avec voyez, le bébé. Derrière ça, il y a quand même une très grande question philosophique qui est celle de l'origine de la vie, à partir de quel moment on est du vivant. Et il y a des grands débats de société aujourd'hui, notamment sur l'avortement et autres, qui font que, enfin, on se perd dans un état limite et c'est intéressant de regarder ça. Voilà, c'était juste, bon, j'en tire pas de conclusion, je suis pas mal intentionné, je veux pas rentrer dans un voilà, mais quand même, ça nous renvoie à des choses très fondamentales et il faut retourner à Winnicott qui disait un bébé n'existe pas et qui a fait scandale en disant ça. Il a dit ce qui existe, c'est le couple entre la mère ou toute personne qui s'occupe de lui, ça peut être le père, entre l'autre et le bébé. C'est ce couple-là qui fabrique du bébé. C'est le fait qu'on soit deux. Si vous laissez le bébé tout seul, il va pas y avoir un sujet. Oui, mais à ce compte-là, si vous voulez, un bébé de 6 mois, il a quand même, enfin, je veux dire, j'aurais été scandalisé qu'on considère que ma fille de 6 mois qui n'était pas autonome n'ait pas de droit juridique, n'ait pas le droit de vivre. Vous voyez, si vous, ben oui, mais 6 mois. Oui, voilà, mais c'est plus pareil. Oui, je veux dire, il y a des discussions comme ça sur le début qui sont, ça nous renvoie à des questions assez fondamentales. Vous voyez, je tranche pas, je ne tranche pas, mais effectivement, ça l'a. Je parle du moment. Je vous parle du moment de la naissance. Oui, c'est de ce moment dont parle Winnicott quand il dit un bébé n'existe que dans le rapport, que parce qu'il va y avoir un rapport à l'autre. D'accord. C'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre là qu'on vient d'écrire, mon mari et moi, qui s'appelle Maternité particulière, où on parle de situations où les mères sont empêchées de s'occuper de leur enfant comme elles auraient pu, comme elles pourraient s'en occuper. Et quand on dit les mères, on parle de l'environnement, de toute personne maternante. Ah oui, dans le suivi des placements que nous avons fait, nous, et dans le suivi de plusieurs affaires judiciaires, on trouve des cas où le bébé est enlevé de la mère qui est encore en train de l'allaiter parce qu'il y a des temps d'enquête, il y a des temps de regard, et on ne prend pas soin du tout, d'ailleurs, à ce rapport. Et ça fait des parents qui sont extrêmement frustrés parce qu'ils n'ont pas pu, justement, exercer leur parentalité. Bien sûr, voilà. Ils ont été empêchés. Et ce travail sur les parents empêchés, et particulièrement dans ces services de réanimation, c'est tout à fait de ça dont j'avais l'impression qu'il s'agissait au moment où j'y étais, est très important. C'est ça qu'il faut essayer de... il faut demander aux parents comment vous le trouvez, dès que c'est possible, faire que le bébé puisse être dans leurs bras, vous voyez, et parler au bébé de ses parents, de sa famille. Il n'est pas juste l'objet de la médecine. Ah oui, mais c'est un domaine passionnant. Vous voyez, on est déjà à 23 minutes et je suis même pas à la moitié de mes questions. Tellement c'est quelque chose, vous voyez, qui... c'est pour ça qu'il faut aller voir les effets de bord et les conditions un peu extrêmes parfois parce qu'il y a plein de choses. Durant vos années de pratique, vous avez vu une différence de positionnement de la parentalité des mamans, des papas par rapport à ces... Là, vraiment, vous étiez aux premières loges pour voir comment l'enfant était accueilli par les deux parents.
Ah oui, écoutez, moi je vois une différence de positionnement depuis les 50 ans où je travaille avec les bébés en réanimation et les autres enfants. Mais vous me parlez de la réanimation particulièrement. Là, oui, bien sûr que les parents, quand ils peuvent vous dire un peu à quoi les a renvoyés ce traumatisme, parce que toute naissance prématurée est un trauma. On ne peut pas nier ça. C'est un trauma pour les parents. Ah, ça va être une angoisse terrible. Je pense que oui. C'est une angoisse terrible. Ah, ça va être une angoisse. Ouh là là. Ils ne peuvent pas vous dire oui, il va vivre ou non, il va pas vivre. Mais dites-moi, est-ce qu'il va vivre, Eh ben, monsieur, on peut rien vous dire. Tout va dépendre. Peut-être dans 2-3 jours, on vous en dira plus. Puis après, on vous dit 3 semaines parce que c'est le moment où on va faire le premier IRM. Je suppose qu'on s'occupe très peu d'eux en plus, donc oui. C'est terrible. C'est une maltraitance terrible et une grande souffrance. Depuis 40-50 ans, je prêchais pour ma paroisse. Est-ce que les pères s'impliquent plus au niveau des bébés ou est-ce que les comportements sont les mêmes? Est-ce que oui. J'ose espérer une réponse positive, mais dites-moi votre vision du terrain. Je peux vous donner une réponse positive. Moi, ce que je vois, c'est vrai qu'au début de ma pratique, en pédopsychiatrie ou chez moi, ma pratique avec les enfants, c'était rarement les pères qui amenaient les enfants à la consultation. Aujourd'hui, quand les parents viennent, le père est presque toujours là, et quelquefois même, c'est le père tout seul qui vient avec l'enfant. Donc il y a une implication, les pères qui veulent s'impliquer le font. Voilà. Ça c'est bien, il faut le dire quand même. Voilà. Écoutez, ça aura mis du temps, mais heureusement que les choses changent un peu. Mais toutes les études disent que c'est excellent pour l'enfant. Donc, et pour le parent d'ailleurs aussi. Et pour la mère, je vous raconte pas comme c'est bon pour la mère. Bien sûr, le triptyque, le trio se porte beaucoup mieux, oui, tout à fait. Mais oui. Dites-moi, puisqu'on va approcher de la phase de conclusion, vous avez vu cette vision, vous entendez aussi parler du futur et autres. À votre avis, ça va évoluer comment ces espèces d'avancées technologiques où on nous promet un aquarium là dans le salon près de la télé, c'est viable, c'est souhaitable? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, c'est comme c'est. On est bien obligé d'admettre notre époque et de vivre avec, et on ne va pas critiquer la science qui amène tellement de progrès incroyables. Le nombre de vies sauvées aujourd'hui, ce serait absolument pas le cas s'il n'y avait pas eu tous les progrès de la science. Absolument. Ouais. Voilà, donc la science est là. Maintenant, comment faire pour savoir s'en servir, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, comment faire pour que justement, il y ait quelque chose d'humain qui reste, que tous les métiers ne soient pas que gérés par des robots, qu'il n'y ait pas que des robots qui vous répondent, que les chatbots. Évidemment, c'est formidable les chatbots, mais c'est pas des êtres humains. Voilà. Alors, moi, je crois que je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que c'est formidable l'humanité. Je pense que c'est très important de parler à quelqu'un et de ne pas être que branché sur une machine. Certainement quand vous êtes un bébé, parce qu'à l'aube de votre vie, ça a des conséquences terribles. Mais même quand on est adulte, c'est quand même important de pouvoir aller chez le médecin. J'espère par exemple que tous les médecins vont pas être remplacés par des consultations d'ordinateur. Ah oui. Même si elles vont être de plus en plus performantes, ces consultations. Alors, on se disait, les psychanalystes, on sera peut-être les derniers à rester parce que c'est quand même le transfert, la rencontre avec l'autre et tout ça. Mais maintenant, il y a tout à fait des robots qui jouent le rôle des psychanalystes. Oui, mais alors là, je m'adresse... Ça m'inquiète un peu, en effet. Je m'adresse à la psychanalyste et à l'observatrice, en fait. Est-ce qu'un bébé peut grandir sans le rapport à l'humain, de manière purement mécanique? Est-ce que c'est possible? Mais non, mais est-ce qu'un humain peut vivre sans le rapport à l'humain? Je veux dire, ça m'inquiète pour les bébés, et même pour nous, ça m'inquiète. Bien sûr. Alors bien sûr, maintenant j'ai même lu un article récemment comme quoi vous pouviez vous passer d'une compagne si vous aviez un chatbot qui vous accueille le soir en rentrant du bureau, vous demandant comment vous avez passé la journée, si vous êtes content. Oui, Samsung a des projets sur ça, oui, tout à fait. Mais bon, oui, je comprends bien. Mais c'est quand même peut-être mieux d'avoir une compagne, vous croyez pas?
Si. Il y a des choses qu'on ne pourra pas remplacer, bien sûr. Oui. Bien sûr. Voilà. Ok. Catherine Vanier, votre dernier ouvrage avec votre mari, Alain Vanier, qui est aussi, lui aussi, psychiatre et psychanalyste, vous m'aviez expliqué, hors antenne juste avant. Maternité particulière qu'on trouve aux éditions RS. Vous avez vraiment un regard très particulier. Je pense que vous avez eu la chance, madame, d'être placée à un endroit critique de la vie et de le regarder durant plusieurs dizaines d'années. Et je pense que vraiment c'est quelque chose de magnifique que vous avez vécu. Voilà. Je voulais aussi vous le dire. Merci, je suis très touchée. Bon. Pour tous les auditeurs, la suite des programmes sur 102.3, je vous retrouverai la semaine prochaine. Cette émission est disponible sur YouTube avec les conversations qu'il y a auparavant et puis qu'il y a après. Au revoir tout le monde. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Voilà, ça y est, nous avons rendu l'antenne. Nous sommes toujours sur YouTube, mais nous avons rendu l'antenne. Oui, ça passe vite, hein. Oui, ça passe vite. Ça passe vite. Ah, moi, j'avais plein de questions, mais bon, c'était oui, c'est les... Ouais. Vous avez encore un petit peu de temps pour moi, là, ou pas? Oui. Allez, un petit peu. Oui, allez, j'ai encore un peu de temps. Bon, dites-moi, là, vous parliez aussi, parce que ce que vous avez vu, vous, en pouponnière, là, ça renvoie à la notion de désir d'enfant, assumé ou non. Vous disiez que vous aviez des mamans qui avaient besoin de travailler une fois que pour vraiment rétablir un lien mère-enfant avec le bébé. Ah ben moi ce que j'ai constaté, c'est que les mères étaient les mamans particulièrement, parce que curieusement, si vous voulez, en cas d'accouchement comme ça prématuré, c'est pas les pères qui se sentent le plus coupables. Vous voyez, immédiatement, il y a comme ça dans l'imaginaire maternel l'idée de j'ai même pas pu le porter jusqu'au bout. C'est ma faute. Vous voyez, on culpabilise. D'accord. Voilà, il y a un truc de culpabilité. Les pères, ils sont désespérés, malheureux, coupés de leur bébé, tout ce que vous voulez, et surtout malheureux de ne pas pouvoir aider leur femme davantage, de les soutenir plus, parce que effectivement, alors les pères en général, ils se jettent sur les médecins et sur l'équipe en disant mais dites-moi plus. Je veux aider, je veux savoir. Ouais, bah oui. Non, mais dites-moi ce qu'il en est. Dites-moi, est-ce que je peux rassurer ma femme? Et malheureusement, c'est très dur pour les médecins, vous savez, parce qu'ils sont obligés de dire, bah, écoutez, on peut rien vous dire de définitif. Mais les mères, le premier temps de cette relation, les mères sont traumatisées et coupables. Là, vous savez, un des grands drames de la parentalité, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité. C'est-à-dire que cette culpabilité est absolument incontournable. Forcément, tous les parents sont coupables. On vous fait venir à l'école en vous disant que votre fils a une mauvaise note en maths, vous vous sentez coupable. On vous dit qu'il n'a pas été sage à la récréation, vous vous sentez coupable. Il va jouer chez le voisin et la voisine vous dit, bah dis donc, quel caractère il a, vous vous sentez coupable. Votre belle-mère vous dit, il est mal élevé ton fils, vous vous sentez coupable. Enfin, je veux dire, on a une tendance comme ça, terrible, à se sentir coupable. Se sentant responsable de l'enfant, on s'en sent coupable. Mais on peut être responsable sans être coupable. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous dire, il y a évidemment... oui, parce qu'on quitte la pensée mortifère. Quand on est coupable, ça endommage, c'est négatif, c'est un poison. La responsabilisation, par contre, ça pousse, c'est meilleur. Oui, et puis, je vais vous dire, c'est un poison, je ris en vous disant, parce que je pense à tous les exemples que j'ai, c'est un poison dont les enfants savent remarquablement bien jouer. Ah, mais l'enfant joue sa partition. L'enfant joue sa partition, bien sûr. Quand vous savez, les un peu plus grands, quand ils veulent vous piéger avec des « Non, papa, t'es méchant, et puis d'abord, je t'aime plus », ils savent très bien faire ça. Donc, la culpabilité, c'est quelque chose, il faut vraiment se défaire. Les parents coupables, parce qu'on leur annonce que leur enfant est atteint d'un syndrome autistique, les parents coupables parce qu'ils travaillent mal à l'école, les parents coupables. Franchement, la culpabilité, laissez tomber, c'est la pire des choses. Et ça ne sert à rien.
qu'à nuire à votre relation avec vos enfants. Donc, mais on est comme ça, dans une espèce de culpabilité de base, j'ai envie de dire, structurale, qui est là comme ça tout le temps. Voilà. Donc, au moment particulièrement des accouchements prématurés, ce qui vient tout de suite en premier, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal pour pas pouvoir mettre au monde un enfant bien portant, pour qu'il soit malade, c'est sûrement de ma faute. Alors elles cherchent tout ce qu'elles ont fait pendant leur grossesse, quoi. Tout comme la mère d'autiste qui va chercher, mais qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où le choc du réel, de la rencontre avec un réel comme ça, est tellement inexplicable, parce qu'encore aujourd'hui, l'autisme, on n'a pas d'explication. Et l'accouchement prématuré, sauf dans de très très rares cas. Évidemment, si votre femme a fait du saut à l'élastique à 6 mois et demi de grossesse, on pourra penser que... Voilà, mais c'est quand même très rare. Vous savez, juste vous dire peut-être, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps et qu'il faut conclure, en 50 ans de carrière, moi, j'ai pas rencontré, très peu, peut-être c'est arrivé, mais des cas extrêmes, j'ai pas rencontré de maltraitance de parents envers leurs enfants. J'ai rencontré des parents complètement désespérés, complètement perdus, qui savaient plus quoi faire avec les symptômes des enfants, mais les parents qui attachent les enfants au radiateur ou dans la cave, voilà, on peut voir ça quelquefois dans des faits divers, mais bon, il y en a très peu. Il y a un pourcentage de gens qui sont un peu starbés, mais bon, pour aller vite, mais c'est minime, bien sûr. Ouais. Et par contre, les pourcentages de parents qui sont coupables, ça, il est maximum. Oui, c'est sûr. Quelque part, c'est qu'ils sont bien intentionnés. Une dernière question, en plus ça, j'ai envie de vraiment vous la poser. Les prématurés, on en perd un certain nombre, il faut quand même le savoir. Ils survivent pas tous. Pour dire aux gens, grosso modo, il y en a combien? Enfin, on en sauve combien? Enfin, vous avez assisté à... Il y a un pourcentage à donner ou enfin, il y a des... Écoutez, il y a des pourcentages que vous trouverez sur tous les... Bon, c'est un endroit de vie, mais c'est un endroit de deuil aussi. Je vous explique. Ah oui, c'est aussi un endroit de mort. On a beaucoup travaillé sur la mort. Non. Mais c'est très difficile de vous dire le pourcentage. Il y a un très très grand pourcentage si vous tombez en dessous de 24 semaines. Oui. Il y a des pays et des services, il y a 80%. Et la question qui vient, c'est aujourd'hui, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce qu'il y a du divin dans l'humain, le bébé? Est-ce que cet endroit, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je crois en l'humain, je crois aux êtres humains essentiellement, je les trouve divins. Je sais pas. Réponse de Normand, ça. C'est une réponse de Normand. Est-ce qu'il y a des petits miracles? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que des fois il y a un ange qui passe? Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai pas vu passer beaucoup d'anges, mais j'ai vu dans ce service, mais j'ai vu des petits miracles. Oui, j'ai vu des petits miracles. J'ai vu d'un coup, mais c'est des petits miracles que moi je me suis toujours plus ou moins expliqué avec ce qui venait de se passer pour cet enfant à ce moment-là. Dans la façon dont un médecin s'est occupé de lui, dans la façon dont des parents ont pu intervenir auprès de lui, auprès de la couveuse, dans les mots qu'on lui aura dit, où l'enfant d'un coup a envie de vivre. D'accord. Mais l'humain, c'est pas. Est-ce que c'est que du mécanique ou est-ce qu'il y a autre chose? Bien sûr que non, c'est pas que du mécanique, sinon on serait tous des robots. Et voilà, la messe serait dite. C'est pas la peine d'avoir des psychanalystes pour psychanalyser des robots. On n'est pas des robots. Et il faut que les médecins sachent que quand on soigne un humain, on ne soigne pas un robot. Et que, par exemple, aucun corps humain ne réagit de la même façon à un traitement quand il y a une maladie. On sait très bien qu'il faut adapter chaque traitement à chaque humain, même si c'est la même maladie. Madame Vanier, je vous remercie beaucoup de ce temps que vous avez consacré ce soir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.